pour les défenseurs des droits de l'homme du monde entier, mais je pense à des confrères parce que j'ai eu la chance de beaucoup voyager, je précise pas en hôtel 4 étoiles, mais sur place avec les associations, la société civile comme on dit, et quelques confrères. Vous me permettrez de penser à des confrères haïtiens actuellement qui vivent le pire, la population aussi, mais il y a des assassinats encore ces derniers jours. J'ai rencontré il y a peu des responsables haïtiens qui venaient en France respirer. Des réfugiés et des avocats, pardon pour ce lapsus, des avocats congolais. Vous aurez compris que j'ai un faible pour ce pays. Rwandais, on parle beaucoup de la réussite rwandaise au niveau économique, on en parle moins au niveau des droits de l'homme. Chinois, qui disparaissent facilement, les confrères. Iraniens également. Et j'en oublie. Il y a aussi nos confrères tunisiens et consoeurs. J'oublie plein de gens. J'oublie aussi, bien sûr, toute la société civile. Parce que pour moi, le métier d'avocat n'est qu'un métier, une charge. Mais ceux qui nous font avancer, c'est la population, c'est la société civile, c'est les associations. J'étais tout à fait intéressée d'écouter ma consoeur suisse dire qu'il y avait des activistes climatistes, ça rassure, mais on était sûr qu'en Suisse, il y en avait. D'avoir qu'il y avait des mineurs isolés, c'est drôle, hein, il n'y a pas que la France qui ait fait un appel d'air, ils viennent aussi en Suisse. Et puis les prisons, alors là, on est quand même en queue de peloton, la France. Hein. Je crois qu'on est derrière la Suisse sur les conditions de détention. Bref, on a beaucoup de combats à mener. Et lorsque le professeur Roger Coudet m'a appelé, au début, je lui ai dit, il est fou, lui, j'ai rien à voir avec Nelson Mandela. J'admire, j'ai des bouquins chez moi, parce que quand j'étais petite, n'est-ce pas, il y a des gens qui nous ont inspirés. Et on ne peut pas comparer. Enfin, je veux dire, c'est des hommes et des femmes courageuses, c'est des gens qui ont fait des années de prison. Et je ne sais pas si j'aurais eu la même non-violence en sortant d'autant d'années de prison. Je le dis avec beaucoup de modestie, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que la France, c'est quand même pas tout à fait comparable. Mais quand il m'a dit, qu'est-ce que tu aimerais évoquer? Et je lui ai dit, voilà, comment défendre aujourd'hui les droits de l'homme, les droits de la personne? Aujourd'hui en France, est-ce encore possible? Ce qui est bien avec Coudet, c'est qu'il vous laisse la liberté. Donc j'en ai profité, il m'a dit oui. Alors je vais échanger avec vous. La question, et ma consoeur l'a dit avec raison, on est des pays riches. Je le sais. La France, la Suisse et quelques autres. Bien sûr. Et tout ça peut sembler incongru de parler de la défense des droits humains dans des pays riches. Mais vous me permettrez de détricoter un peu la notion de démocratie, d'accès à la justice, d'accès effectif à la justice. N'est-ce pas les étudiants? Ce qu'est la notion d'accès effectif. La question peut paraître incongrue, voire indécente, lorsque l'on pense à tous nos confrères, que j'ai cités et d'autres, qui vivent des pressions bien plus fortes que les nôtres et qui n'ont strictement rien à voir quand l'intégrité physique est en cause. Mais la question est malheureusement réelle et prégnante. Alors, première partie, mais je ne veux pas faire un exposé juridique, vous allez bien le voir. Première partie, voyons quelques exemples en France de défense à mener. J'en ai choisi deux, je ne sais pas quel temps il m'est donné, mais tu me feras signe, hein, professeur. La défense des réfugiés et des demandeurs d'asile en France. J'allais dire en Europe. On se ressemble beaucoup là-dessus. Lorsque l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, refuse de reconnaître la qualité de réfugié à un demandeur d'asile, vous le savez sans doute, en France, on a 15 jours pour remplir un dossier d'aide juridictionnelle, pour avoir un avocat gratuit en appel devant la cour d'asile, et 30 jours pour rédiger un recours pour contester la décision de l'OFPRA. C'est très peu de temps. Tout à l'heure, ma consoeur parlait d'écoute. Mais oui, il faut écouter les gens. Il faut qu'ils décrochent un rendez-vous auprès d'un avocat qui soit à peu près compétent. Il faut qu'on ait des médecins qui puissent être disponibles pour nous dans les moins de 30 jours, des psychologues, des géopoliticiens, un certain nombre de personnes, parce qu'on n'a pas la science infuse, les avocats tout seuls. Et donc, on a très peu de temps pour travailler. Il nous faut aussi un interprète. Ça, c'est un projet absolument terrifiant en France, mais pas seulement.
Très bien. Ça, c'est le début. Vous allez me dire, bon, bah, c'est du travail, 15 jours, 30 jours, c'est rien. Ok. Ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que la Cour nationale du droit d'asile, la seule juridiction d'appel la plus grosse de France, la plus importante, pardon, 70 000 à 80 000 décisions par an, est aujourd'hui, en France, la seule juridiction qui rejette à plus de 30% un dossier sur 3 font l'objet d'une ordonnance par la Cour d'asile. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des anciens étudiants qui s'en souviennent. Ça veut dire que la Cour d'asile reçoit votre recours. Vous vous êtes battu pour faire parler la personne, pour voir un médecin, pour constater des tortures éventuelles ou des séquelles. Et vous recevez une lettre recommandée qui vous dit « Attendu qu'il n'y a pas de moyens sérieux à l'appui de votre demande, nous avons décidé de ne pas vous convoquer et de rejeter votre demande. » La France des droits de l'homme, c'est aussi ça. 30% de rejet par la Cour d'asile sans convoquer les personnes, sans entendre les avocats. C'est la plus grosse juridiction de France, en cour d'appel, qui traite pour un tiers des justiciables comme moins que rien. Je le dis avec force et avec colère parce que depuis plusieurs années, nous sommes un certain nombre de confrères et d'associations à nous battre sur cela. C'est inadmissible. Imaginez-vous en tant que Français, pardon de parler comme ça, mais je fais exprès, vous recevez un contentieux dur de la part du fisc. Vous exercez votre recours avec un avocat fiscaliste. C'est plus facile pour travailler au tarif horaire. Et l'avocat fiscaliste va saisir le tribunal administratif. Le tribunal administratif ne va pas refuser par ordonnance. Il va travailler le dossier, il va nommer un rapporteur, ils vont instruire l'affaire. Ça, c'est un des premiers écueils qui, pour moi, est scandaleux dans une société démocratique qui dit que la justice est quelque chose inscrit sur ses frontons. Deuxième couperet encore plus difficile sur les demandeurs d'asile, et je préfère donner des exemples parce que je pense que c'est plus parlant suivant la qualité des personnes qui sont en face de nous ou la pratique qu'ils ont. Imaginez juste une jeune femme albanaise arrivée à l'âge de 24 ans en France en 2016, victime de la traite des êtres humains. Alors parlons clair, victime de la prostitution en Italie par un Albanais qui lui a fait croire qu'elle irait faire des superbes études en Italie. À défaut de superbes études, elle se fait vendre à un réseau en arrivant en Italie. Elle est forcée à la prostitution dans des conditions de drogue et de violence extrêmes. Elle réussit à s'échapper grâce à une cliente qui la met dans le train. Elle arrive en France, elle va se retrouver pendant des mois à la gare de la Pardieu et dans la rue. Vous savez, ces gens qu'on voit parfois sous les ponts, dans des tentes, sous des halls d'immeubles, pendant des mois, elle va se retrouver dans ces conditions-là parce qu'on va considérer à l'OFII, l'Office français sur l'immigration, qu'elle n'est pas vulnérable et qu'elle n'est pas touchée par ce qu'elle a vécu. Alors qu'en fait, elle va être soignée en grande urgence à l'hôpital, ici Saint-Joseph-Saint-Luc, pour ceux qui sont de Lyon, pour des problèmes gynécologiques lourds. Décision de 2016 de l'OFPRA qui nous dit, sans rire, que la tenue des propos non substantiels sur la façon dont elle est arrivée en Italie, que la période de 3 mois au cours de laquelle elle a été contrainte d'exercer cette activité, prostituée, a fait l'objet, je cite, de développements généraux, que les circonstances dans lesquelles une cliente l'aurait soustraite à la garde de ses proxénètes a paru revêtir un caractère peu cohérent. Allez, 2016, l'OFPRA dit c'est faux, rien n'est exact, madame, rejet. Appel. Devinez ce qui arriva. Ordonnance de la Cour d'asile en 2017. Nous disons, attendu qu'il n'y a pas de moyens sérieux à l'appel de madame, rejet. C'est-à-dire que cette femme, arrivée en 2016, en 2017, c'est terminé. 2018-2019, elle rentre en contact avec des associations, avec une avocate, mais on y met du temps. Pour finir, et pour aller vite, même si ça va durer 6 ans, la petite histoire, en 2019, nous formons une demande de réexamen, nous revoyons des médecins, elle montre des blessures que lui avaient faites ces hommes, elle n'osait pas les montrer, sur des parties plus intimes, nous allons dire pour être gentils.
Et l'OFPRA nous dit encore en 2019 que ce n'est pas sérieux et qu'elle aurait pu dire tout cela en 2016. Donc c'est un dossier préparé. Nous arrivons en juillet 2022 devant la cour d'asile avec une audience, une audition, en présence d'un des médecins qui l'a soignée. Et elle a été reconnue réfugiée. 6 ans et demi de bataille. 6 ans et demi de négation pour une femme de 24 à 31 ans. Elle est ici sur Lyon. On lui a dit, c'est pas vrai ce que tu dis. Tu peux rentrer en Albanie. On lui a dit, tes propos sont peu substantiels sur la prostitution. Il est malin le type qui écrit ça, hein, parce que s'il faut dire les choses que l'on subit dans une maison close, il faut avoir un peu de temps et un peu de confiance. 6 ans et demi, avec une exclusion sociale totale de sa famille, son père l'a barré de la fiche familiale d'état civil, c'est possible en Albanie, en disant « c'est toi qui es allé te prostituer », alors qu'on sait pertinemment que certaines jeunes filles peuvent être embarquées avec des promesses dans des conditions terrifiantes. Deuxième exemple, tu me laisses encore un peu de temps? Super. Deuxième exemple, on passe à un autre sujet. Les gens du voyage. Les gens du voyage, vous savez, si vous prenez encore la voiture sur l'autoroute et que vous voyez là où les endroits sont les pires, vous savez, il y a une déchetterie, il y a une station d'épuration, hop, un camp gens du voyage. C'est systématique. Imaginez une femme qui se sépare, dans le milieu des gens du voyage, c'est difficile, mais ça peut se faire, et qui se retrouve responsable de ses 3 enfants toute seule. Elle était sur un terrain à Vénissieux depuis 14 ans. Elle est française, hein, j'ai oublié de vous dire, parce qu'on oublie de dire les gens du voyage, ils sont français. Mais c'est des sous-français, pour certaines administrations en tout cas. Et elle est virée de ce terrain de Vénissieux au bout de 14 ans d'occupation du terrain. Avec son ex-mari, parce qu'il y a quand même une petite solidarité qui est restée, ils achètent un petit terrain agricole dans le département de l'Isère. Département de l'Isère qui a beaucoup de problèmes avec les gens du voyage en ce moment, c'est une vraie bataille. Et elle va poser sa caravane sur ce terrain. Vous savez que le code de l'urbanisme interdit cela, qu'on doit préserver les terrains agricoles et ne pas poser ses caravanes. Sauf que madame, elle a 3 enfants, elle s'est inscrite dans cette commune, elle veut que les enfants aillent à l'école, elle veut pas que les enfants fassent comme elle, c'est-à-dire qu'elle sorte à 14 ans sans rien, elle veut qu'ils fassent des études, elle se pose sur ce terrain, et croyez-vous ce qui arrive, en 2014, les gendarmes arrivent. Alors les gendarmes arrivent sur un terrain de gens du voyage, ça fait toujours... c'est plus que Dalton, hein. C'est 2 camions de gendarmes et c'est contrôle d'identité de tous en faisant peur aux enfants. Et surtout, une garde à vue pour une jeune femme et une audition pour lui reprocher d'avoir posé sa caravane sur un terrain non constructible. Poursuite pénale. Nous sommes en 2014. La justice au tribunal correctionnel de Vienne met un certain temps, ou un temps certain. Elle est condamnée en novembre 2020 à des dommages et intérêts pour la commune, à démolir ses caravanes, à remettre en état le terrain et à payer des amendes, sachant qu'elle est au RSA à 470 €, plus les allocations familiales. Elle en avait, j'avais calculé avec les amendes et les frais, à plus de 5 ans pour rembourser, et encore, il ne fallait pas qu'elle mange ni qu'elle dépense quoi que ce soit. Nous faisons appel devant la cour d'appel de Grenoble. Je vais sur place, le terrain, on prend des photos, on va voir les voisins. Les voisins disent « Oh mais cette femme, elle est bien, hein, ça, alors là, ses enfants et les miens vont à la même école primaire, ils me gardent ma maison quand je suis pas là. » Enfin bref, témoigner. Appel devant la cour d'appel de Grenoble, et là, et c'est le rôle de l'avocat et de la société civile, il y avait 2 éléments dans la balance. Soit vous faites jouer le droit classique, le code de l'urbanisme, interdiction de construire ou de poser quelque chose sur un terrain non constructible, et c'est des milliers d'euros d'amende, et c'est des condamnations intenables pour des gens comme ça. Soit vous réfléchissez un peu, vous y passez du temps, et vous vous dites, mais la France, elle a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, parce qu'elle a expulsé des gens qui étaient dans un bidonville depuis 10 ans, et on considérait que c'était leur domicile, pardon de dire ça, et qu'il y avait une atteinte au droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est gonflé, hein, parce que dans l'opinion publique et à BFM TV, ça passerait pas encore. Hein. Mais la Cour d'appel de Grenoble, avec 3 juges qui au départ étaient un peu étonnés, ont considéré que madame devait être relaxée, qu'il n'y avait pas lieu à démolition,
que les voisins et la commune, mine de rien, ne se plaignaient pas d'un trouble à l'ordre public, et qu'il fallait donc arrêter 8 ans de procédure pour cette famille, pour faire reconnaître le droit à pouvoir rester. Je précise que ça continue, puisque j'ai demandé une réunion avec la mairie et la préfecture d'Isère pour stabiliser les choses et faire en sorte qu'il y ait de l'eau courante qui arrive jusqu'à cette caravane, et que ces, entre guillemets, sous-français, et je le dis très tranquillement pour les gens du voyage, sont tellement méprisés et leurs droits sont tellement violés, il n'y a pas suffisamment de terrain pour les gens du voyage, et s'il n'y en a pas, on leur dit allez ailleurs, et s'ils vont ailleurs, on envoie les gendarmes très tôt le matin, et on fait peur aux femmes, etc., etc. Je vous promets, il y a un chantier sur ces questions, mais il y a un chantier sur tellement de choses. Je pourrais vous citer, mais je vais arrêter là, mais je vais quand même vous le dire. Si tu es handicapé en France et que, par exemple, tu es autiste, et puis que tu as 40 ans, désolé, hein, on n'est pas pour les activistes climatistes, ils ne viennent pas nous voir, mais il y en a d'autres qui les défendent très bien. Mais si tu es autiste, tu as signé un projet personnalisé pour aller dans un foyer. Et puis dans ce foyer, très connu parce qu'il y a de très grosses associations pour les personnes handicapées, il y a 10 ans, on faisait du sport, on allait faire du cheval, on faisait des randonnées, on faisait la cuisine même, il y avait une maîtresse de maison. Et puis petit à petit, l'employeur a changé d'optique, ils ont fait des audits. Ah, les audits. En disant que les éducateurs, ça coûtait trop cher et qu'il fallait mettre des vigiles la nuit à 10 € de l'heure et plus d'éducateurs parce que c'est trop cher, et on va mettre du personnel soignant médical parce qu'ils sont vieux à 40 ans et qu'il n'y a pas besoin de faire du sport. Je vous raconte pas de conneries, hein. C'est le litige actuel que j'ai pour des familles dont certaines n'osent pas se battre, mais sur lesquelles il se trouve que je suis marraine d'un de ces jeunes, que je l'ai vu grandir et que je l'ai vu régresser, parce que les activités prévues dans le projet personnalisé qu'on vous fait signer à la MDPH, maison départementale, tac tac tac, des personnes handicapées, n'est pas respectée. Qui va les défendre? Si vous êtes une personne âgée, très âgée, et que vous êtes dans un EHPAD, on vous fait signer un super contrat au départ. Je vous promets, j'ai assisté à la scène. On vous fait signer un contrat à la personne de 80 ans lui disant c'est un projet de vie personnalisé qu'on verra toutes les années, etc. C'est drôle, on ne revoit jamais toutes les années. Et puis le kinésithérapeute, on ne le voit plus. Et puis les animations qui étaient soi-disant tous les jours, il n'y en a plus. Mais le prix de journée augmente. Et le droit des personnes à être entendues, à ce que leur projet de vie soit respecté, qui va les défendre? Si je le dis, c'est parce que on n'arrive pas à tout faire, hein, qu'on soit clair. Hein. Les vrais enjeux de société, pour moi, et merci de me donner cette occasion d'exprimer, c'est ça. Pour moi, c'est si tu es handicapé, si tu es une personne âgée, si tu es gens du voyage, si tu es demandeur d'asile, mais je pourrais donner d'autres exemples. Je pourrais donner l'exemple d'une mère de famille qui reçoit l'allocation de soutien familial, elle omet de déclarer une prime, waouh, indu, fraude, c'est parti. Contrôle sur les 3 ans arrière, et là on va vérifier tous ses contrôles bancaires, tous ses comptes bancaires. Et si par hasard le papa avait le malheur d'avoir donné à sa fille un chèque de 150 €, c'est indu, on va supprimer le RSA sur les 3 ans en arrière. Vous connaissez des gens qui vont défendre ces gens? J'en connais pas beaucoup, je vais vous dire pourquoi. J'oubliais un détail, deuxième partie. Mais je vais faire court parce que c'est très délicat de parler d'argent en France. J'oubliais. Pour la dame Jean du Voyage, que je suis depuis le tribunal correctionnel de Vienne, à l'aide judiciaire, j'ai été payée, je le dis cash, 256 € hors taxe. À la Cour d'appel de Grenoble, avec des conclusions leur donnant toute la jurisprudence de la Cour européenne, 256 € hors taxe. À la Cour nationale du droit d'asile, vous savez, il faut qu'on se lève, heureusement c'est pas demain matin, mais normalement c'est tous les mardis. On se lève à 5 h, on prend le train à 6h26, on paye 78 € parce qu'on a un abonnement, n'est-ce pas? Et puis on va attendre 1 heure, 2 heures. On va peut-être passer, on est convoqué à 9 h avec la famille qui, elles, sont venues la veille et éventuellement le foyer leur aura payé une nuit d'hôtel. Au mieux, ils auront dormi dehors en attendant l'audience de la cour d'asile le lendemain. Et puis on va passer à 12h30, 13 h parce que le juge est très énervé et qu'il faut faire remplir le stock. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut liquider les flux, les stocks. Donc on va passer tard, puis on va rentrer tard, et puis on aura la décision, et puis on sera payé pour tout le travail qui aura été fait en amont,
500 € hors taxe de l'aide judiciaire. Alors, qu'on soit clair, je ne veux pas pleurer. Je fais un métier que j'aime. Et on est un certain nombre comme ça. Il y a même une jeune génération à mon cabinet, 3 filles, d'une trentaine d'années, qui ont envie de faire ça malgré les années de combat. Les années de combat. Je reviens à Nelson Mandela. Parce que j'avais, je te l'ai dit, j'ai un bouquin au bureau qu'on m'avait offert, je sais plus qui. Et j'ai trouvé une phrase, je n'ai pas la même que vous. Ça va alors. Ah, ça va. Un pays ne devrait pas être jugé sur la manière dont il traite ses citoyens les mieux lotis, mais les plus humbles. Je dis ça parce que souvent, très souvent, je suis en colère, même si j'essaye de travailler la non-violence. C'est pas toujours facile. Mais quand je vois le procès, et peu importe les noms, hein, Sarkozy, Fillon, mettez des gens de gauche, je sais plus qui est passé en correctionnel, ils ont 3 semaines de dossier, dis donc. 3 semaines d'audience. Ils ont le président qui convoque les avocats et qui leur dit « Alors, combien de jours voulez-vous pour cette audience? Combien de témoins avez-vous ?» etc. etc. C'est drôle, hein, quand je suis demandeur d'asile, on me dit « Alors, tu seras mardi prochain à 9h à Paris. Et puis tu seras à 15h30, donc ça veut dire que tu ne passes pas avant 17h à Paris, à la cour d'asile. Et on s'en fout, comme voilà, pour le 21 juillet, jeudi prochain, si c'est les vacances, les trains sont plus chers, les gens galèrent pour trouver des chemins pas chers pour monter à l'audience, on s'en fout. C'est drôle, hein, la façon de traiter les plus riches, c'est pas nouveau, et les plus humbles. Mais tu comprendras, et vous comprendrez, que lorsque tu me dis « Bon, alors, qu'est-ce que tu veux dire sur la défense des plus pauvres et la défense des droits humains ?» Je veux juste dire, avec toute la relativité, hein, franchement, parce que je n'oublie pas un certain nombre de déplacements en RDC, au Haut-Karabakh, en Arménie, au Kosovo, etc., en Palestine, bref, à Gaza, etc., etc. J'oublie pas la pauvreté, j'oublie pas le combat de tous les jours de certains pour manger, même une fois par jour, j'oublie rien. Mais je veux juste dire qu'il faut arrêter de se targuer de mots sur la défense des droits humains. La réalité, c'est qu'on n'a pas la défense que l'on devrait avoir dans un pays riche comme le nôtre. On a 3700 avocats à Lyon, on va être clair, on sera une dizaine à travailler comme je vous l'indique. On sera une dizaine à passer 60 heures, 3 ans, 6 ans. Moi, la jeune albanaise, je l'ai vue à la rue. On a été alertés par une assistante sociale. Et j'ai dit, je ne la lâcherai pas. Mais je ne savais pas que ça durait aussi longtemps. Les gens du voyage, je ne pensais pas que ça durait aussi longtemps. Je pensais franchement convaincre avec toutes les équipes, hein, parce que je travaille avec des associations. C'est jamais le combat d'un seul. Hein. Peut-être Nelson Mandela, très bien, c'était une autre époque. Mais encore que, non, ils étaient toute une équipe avec l'ANC. Mais bon, il y a l'homme. Nous, franchement, on est avec des associations, on est avec des personnalités qui nous aident discrètement ou pas, avec des médecins qui se mettent à disposition. On a énormément de chance avec la pluridisciplinarité. Mais, par pitié, la vraie défense, on en est loin, et la justice n'est pas une priorité de notre pays. Ni pour les juges et le nombre de juges qui manquent, à Lyon il en manque 40, ni pour les avocats, ni pour notre système d'aide juridictionnelle. Donc rappelez-vous cette phrase, un pays ne devrait pas être jugé sur la manière dont il traite ses citoyens les mieux lotis, mais dans la façon dont il traite les plus humbles. Et je crois que, je vais faire sourire, je finis, il y a quelques années, j'étais un peu naïve. On m'a proposé d'aller en mission pour l'Union européenne en Pologne, tenez-vous bien, hein, pour faire un rapport sur l'aide judiciaire en Pologne avant son entrée dans l'Union européenne. J'ai dit oui, parce que tu te dis c'est super, on va aller voir des collègues, j'y vais avec un juge administratif du Conseil d'État. Il fallait que la Pologne, qui était un pays pauvre, accède à un seuil minima d'aide juridictionnelle et nous, entre guillemets, les Européens, on était tenus de leur dire « Ah ouais, là, il faudrait que vous mettiez un peu plus d'aide judiciaire au pénal et tout. » La mission la mieux payée de toute ma vie, mais celle dont j'ai le plus honte. Aujourd'hui, je voudrais que l'on fasse une mission sur la justice française. Je voudrais que l'on dise qu'il faudrait une vraie fondation pour la défense des droits humains, pour que tous les droits humains soient protégés. Je suis désolée, il y avait plein de sujets, j'ai choisi parce que les personnes autistes dans ce foyer, ça me rend malade. Pour elles, la dégradation
Et le fait qu'on parle d'établissement de santé maintenant, et plus de foyer, et qu'on parle de prix de journée avec du médico-social et plus d'éducateurs. Parce que l'étranger en demande d'asile qui est dans la rue et que vous voyez comme un clochard, c'est peut-être pas un clochard entre guillemets, même si c'en était un, il faut quand même le regarder et discuter. Souvent il a beaucoup de choses à nous dire, mais encore faut-il pouvoir lui rendre sa dignité et l'assister dignement. Le tout, c'est pas d'être dans la parole, dans l'apparence d'un avocat français qui défend et qui passe à BFM ou ailleurs pour dire qu'il est formidable et qu'il a tout fait tout seul. Très bien, c'est bien pour lui et son ego, c'est dommage à long terme pour la France, mais je voudrais juste vous dire, la défense des droits humains, soyez-y vigilants sur tous ces aspects. Je vous remercie.